d'attitudes genrées apparaissent dans le groupe masculin. Et le score sur chacun de ces facteurs, sur un facteur, est fortement corrélé au score obtenu sur les autres facteurs. Donc, elles font tout de même un tout. Le premier facteur concerne les croyances et attitudes en matière de sexualité et de séduction. Vous voyez ici des exemples d'items qui réfèrent à ces facteurs. Le second facteur concerne les préférences et les goûts intégrés comme spécifiques aux garçons. Le troisième facteur a trait à l'importance accordée à la force, au pouvoir et à la violence. Donc, il est intéressant de remarquer ici que seul le score sur le troisième facteur, c'est-à-dire valorisation de la violence, est lié à l'origine sociale du jeune, et notamment au niveau diplôme de la mère, qui s'avère le plus représentatif du niveau de ressources financières et sanitaires de la famille du jeune. Par contre, on ne remarque pas d'impact de cette même variable sur les deux premiers facteurs, et de plus, on a pu voir que les caractéristiques culturelles telles que la langue parlée à la maison, la religion et la nationalité n'influençaient pas ici les scores sur aucun facteur. Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? C'est qu'on remarque une homogénéité très forte des opinions et attitudes sexuées au sein du groupe masculin. Alors, trois facteurs structurent également les façons de penser et d'agir au féminin, mais d'emblée, nous allons comprendre qu'il faut prendre distance par rapport à l'appellation stéréotype ici. Le premier facteur traduit une certaine acceptation de la hiérarchie établie entre les groupes sexués, entre le masculin et le féminin, notamment en matière d'initiative, notamment aussi dans les relations affectives et sexuelles, je le voyais. Le second facteur reflète une reconnaissance de l'importance de l'investissement scolaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'item, pour une fille, les études ne sont pas nécessaires pour gagner sa vie, ressort de manière inverse dans la composition du facteur. C'est-à-dire que le stéréotype s'est renversé ici. On voit donc se confirmer une forte proximité scolaire des filles au sein de ce groupe sexuel. Ce qui peut-être peut déjà apparaître comme une hypothèse par rapport aux données que vous avez présentées. Le troisième facteur traduit une ambivalence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'un côté, on y retrouve des items qui témoignent d'une confiance en soi et d'une volonté de réussite dans chaque sphère de la vie, tant professionnelle que familiale. Alors, ce facteur, ou ces items traduisent un appétit de vie des jeunes filles dans un moment historique qu'elles ressentent comme favorable. Ces dernières se trouvent dans un décalage historique par rapport aux garçons pour lesquels la période faste de promotion sociale et de rentabilisation du diplôme semble par ailleurs remise en cause. Mais en même temps, ce facteur, ce troisième facteur, comprend des items qui valorisent des qualités et des atouts typiquement féminins, comme une bonne présentation de soi, une sensibilité développée ou un penchant pour la négociation plutôt que pour la compétition. Alors, ce résultat, quant à la composition du troisième facteur, concorde en fin de compte avec des résultats d'autres recherches qui ont bien mis en avant cette ambivalence. Par exemple, les femmes qui réussissent à monter hiérarchiquement en entreprise semblent devoir jouer sur les deux tableaux pour réussir, sur l'audace et la conformité. Ces résultats montrent aussi que l'activité et la proactivité des filles existent. Les filles ne font pas que subir, mais en fonction des opportunités et des contraintes du contexte en évolution, elles deviennent de réelles actrices de leur destinée. Le fait que les croyances et les attitudes bougent remet quelque part en cause la théorie de l'origine naturelle et biologique des différences entre le masculin et le féminin. Un parallèle peut être fait ici avec la notion de capacité d'un économiste célèbre qui s'appelle Amartya Sen et qui nous dit: cette notion de capacité oblige à ne parler de liberté et de choix qu'en
d'exercer cette liberté. Donc, en gros, on s'éloigne donc d'une conclusion misérabiliste ou qui assimile, enfin, qui se référait à un strict déterminisme. Alors, autre résultat intéressant en comparaison à ce que j'ai dit pour les garçons, c'est que contrairement à ce qui se passe dans le groupe masculin, on trouve ici un impact important, significatif de l'origine sociale et culturelle sur le score aux différents facteurs. Ainsi, dans le groupe féminin, c'est l'origine sociale et l'attachement religieux de la famille qui jouent sur la position obtenue sur le facteur 1. Autrement dit, l'acceptation de la hiérarchie sexuée apparaît comme plus élevée dans les familles les moins aisées et les plus religieuses, fait mis en avant par les recherches sociologiques. C'est surtout le pays de naissance du jeune et de ses parents qui détermine quant à lui le rôle important que peut jouer la scolarité et le diplôme pressenti par les jeunes filles. Et si on va renverser un stéréotype qu'on a parfois, c'est que cette opinion de l'importance du diplôme est largement partagée par les adolescentes qui représentent la première génération de femmes instruites. Elle est au maximum dans le groupe des jeunes filles nées d'un couple mixte qui mise sur l'ascension scolaire et sociale de sa fille. Concernant le facteur 3, que nous avons qualifié d'ambivalent, on voit que c'est avant tout ici le niveau de diplôme du père qui intervient, non probablement comme indicateur du milieu social, mais comme autorisation pour pouvoir adhérer à cette conception. Cette conception qui sert, d'après certaines études, de passeport d'émancipation pour les filles contemporaines. Et nous allons voir si ce rôle se confirme ici, notamment en matière de réussite scolaire. La question centrale de départ était bien celle-là, de savoir quels liens apparaissent dans les résultats d'analyse entre les manières de penser et d'agir au masculin et au féminin et la réussite scolaire. Plus exactement ici, sur la performance en français et en mathématiques telle qu'auto-évaluée par les jeunes. De nombreuses recherches qui ont adopté des lunettes de genre ont bien montré que les matières littéraires d'un côté et scientifiques mathématiques de l'autre ne sont pas elles-mêmes neutres de ce point de vue du genre. Elles sont présentées aux enfants depuis leur tendre enfance comme sexuées, comme renvoyant à des capacités et intérêts différenciés et hiérarchisés. Le français est présenté comme plus relié au pôle féminin et les mathématiques et sciences au pôle masculin. Nos données confirment que les filles sont en moyenne meilleures en français et les garçons en mathématiques. Donc vous voyez ici que sur une échelle de 1 à 9, telle qu'initialement notée dans le questionnaire par les jeunes, voici les résultats moyens auto-évalués des garçons et des filles. Quel lien maintenant peut-on trouver entre la réussite scolaire et le score individuel sur chacun des facteurs d'opinion et d'attitude genrée? Chez les garçons, on voit que plus le score sur le facteur 2 et 3 est haut, donc je rappelle, plus les garçons font des choix de métier très cloisonnés selon le sexe, plus ils valorisent la force et le pouvoir, moins l'intégration scolaire est positive, plus l'absentéisme est présent et moins le rapport à l'école est positif. Mais aussi et surtout, moins les résultats sont bons en français, et je le souligne en français. On peut vérifier par ailleurs dans la recherche que sur l'ensemble du sous-échantillon masculin, il y a un plus faible investissement en lecture, une dévalorisation du littéraire et de l'expression des sentiments. Par contre, on ne trouve pas d'impact significatif avec la réussite en mathématiques. Les résultats confirment une certaine